Bonsoir et merci de m'avoir invité pour présenter le livre Que fait l'armée française en Afrique. C'est le 23e dossier noir publié par l'association Survie, dossier noir sur la politique africaine de la France en Afrique. Et je vais essayer de brosser succinctement son contenu avant qu'on entame une discussion un peu plus détaillée. Donc pour le présenter rapidement, c'est un état des lieux sur la présence militaire française en Afrique depuis la fin de la guerre froide, depuis grosso modo les années 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et comme son titre l'indique, que fait l'armée française en Afrique? Il y a une double dimension d'étudier. Le titre a une double signification. D'abord, que fait l'armée française en Afrique? De quel droit s'y trouve-t-elle encore aujourd'hui? Et donc j'essaye de retracer un petit peu l'héritage colonial de l'armée française, héritage qui est encore aujourd'hui revendiqué et assumé. Et puis la deuxième dimension du titre, c'est que fait réellement l'armée française en Afrique? Parce que aujourd'hui, si on en croit les sondages d'opinion qui sont régulièrement publiés, commandés par l'armée française, une énorme partie de la population française a une très bonne image de son armée, et notamment pour son action en Afrique. Et donc, une partie de l'ouvrage revient sur les mécanismes de dissimulation, sur ce que l'armée française fait réellement en Afrique, qui rendent possible cette méconnaissance de l'opinion française. Alors, dans un premier temps, après un petit rappel historique, j'essayais de montrer qu'il y avait tout d'abord une dimension, on va dire, traditionnelle des interventions et de la coopération militaire française en Afrique, malgré une réforme de la coopération militaire qui a eu lieu à la fin des années 90. Et aujourd'hui, mis à part les plus cyniques défenseurs de ce qu'on appelle la France-Afrique, il n'y a pas grand monde pour trouver on va dire des intentions louables ou désintéressées à certaines interventions bilatérales à l'ancienne, des opérations coup de poing, pour aller défendre tel ou tel dictateur lorsque la France, par exemple, intervient au Tchad ou en Centrafrique pour sauver le règne d'Idriss Déby ou de Bozizé. Bon, les intentions sont claires, les moyens aussi. Et puis, un certain nombre de ces interventions, cette coopération est marquée sous le sceau du crime ou de la complicité de crime, et en droit international des faits que l'on peut qualifier de crimes de guerre ou de complicité de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de complicité de crimes contre l'humanité, et au moins une fois, dans le cas du Rwanda, de complicité de génocide. Ça, je dirais, c'était la dimension la plus facile à dénoncer, celle qui fait relativement consensus. Mais il y a un autre aspect que j'ai souhaité aborder dans le livre, qui est nettement moins connu. C'est ce que les militaires et les politiques appellent la nouvelle doctrine en matière de présence et d'intervention militaire française en Afrique. Nouvelle doctrine qui est grosso modo développée depuis la fin des années 90 et qui vise à répondre à une crise de légitimité de la présence militaire française en Afrique. Crise de légitimité parce que, en raison des crimes que je viens de mentionner, et si l'opinion française est très majoritairement inconsciente de ces méfaits, en revanche, l'opinion publique africaine, elle, qui est directement confrontée, n'est pas dans cet état de méconnaissance. Et donc il y a une remise en cause que l'on a pu constater en Côte d'Ivoire, au Togo ou dans d'autres pays à l'encontre des troupes françaises où elles se trouvent. Il y a aussi une crise de légitimité parce que il y a maintenant une rivalité accrue en Afrique du point de vue militaire, rivalité des États-Unis et de la Chine sur laquelle on pourra revenir. Et pour essayer d'améliorer son image, plus que de remettre fondamentalement en cause la logique néocoloniale qui est la sienne, la France a développé trois axes en matière de présence militaire française en Afrique, qui sont d'une part le souci de rechercher systématiquement un mandat de l'ONU pour lancer des interventions militaires françaises en Afrique, qu'elle n'obtient pas systématiquement et qu'elle n'a pas toujours le temps de demander. Lorsque je parlais des interventions pour soutenir dans l'urgence tel ou tel dictateur, dans ce cas-là, effectivement, on fait sans le mandat de l'ONU. Mais dans d'autres cas, on demande un mandat de l'ONU qui se veut un gage de bonnes intentions
et qui se veut une sorte d'assurance contre les accusations de néocolonialisme. Donc j'étudie les dessous de certaines de ces interventions qui se veulent des interventions sous mandat de l'ONU, en particulier l'opération Turquoise en 1994 au Rwanda, et puis l'opération par exemple Licorne en Côte d'Ivoire à partir de 2002. La deuxième dimension de cette présence militaire française en Afrique, dans cette nouvelle doctrine, nouvelle entre guillemets, c'est le fait de vouloir ce qu'on appelle multilatéraliser les interventions, c'est-à-dire d'associer d'autres partenaires européens à ces interventions militaires. Et là encore, alors à la fois pour des raisons budgétaires, ça permet de partager le coût de ces interventions, mais aussi pour des raisons politiques, parce que c'est une manière de dire, regardez, on n'y va pas pour nos propres intérêts, puisque sont associés d'autres pays européens qu'on ne peut pas qualifier de France-Afrique. Et donc j'étudie dans le détail les trois interventions qui ont été marquées par cette dimension, qui sont des interventions européennes, mais en même temps des interventions françaises déguisées et revêtues d'un manteau européen. Il y en a eu deux en République démocratique du Congo en 2003, en 2005, et puis une au Tchad et en Centrafrique plus récemment. Et puis il y en a une navale qui est encore plus récente dans le golfe d'Aden contre la piraterie, mais dont les motivations sont assez transparentes et revendiquées. Il s'agit de protéger les intérêts économiques européens occidentaux, en particulier le transport du pétrole, mais aussi la pêche, etc. Et puis le troisième axe de cette nouvelle doctrine, c'est l'alibi de l'aide au renforcement des capacités africaines en matière de maintien de la paix, ce qui se traduit sous le sigle RECAMP, sigle sous lequel la France a mis un petit peu tout et n'importe quoi. Ça va de la coopération, de l'aide traditionnelle à certaines armées, à des exercices assez importants d'entraînement de plusieurs armées sur le continent africain, des séminaires de formation, etc. Et l'objectif revendiqué est d'aider les armées africaines à acquérir une plus grande autonomie en matière militaire. Et cet alibi, cette revendication sert d'alibi au maintien de la présence, de la coopération, mais également des bases militaires françaises en Afrique, puisque la France assure vouloir faire de ces bases militaires des lieux de stockage d'armes pour les futures forces africaines de maintien de la paix qui sont en cours de constitution à des rythmes plus ou moins rapides selon les régions. Voilà. Donc j'essaye de voir un petit peu les dessous de ces axes concernant la nouvelle doctrine de la France concernant ses interventions et sa présence militaire française en Afrique. Et quand on examine tout ça dans le détail, on se rend compte qu'en fait, s'il y a une réelle volonté de rompre avec une image néocoloniale, il ne s'agit que de rompre avec l'image, mais que la politique, elle, les manœuvres diplomatiques parallèles, les coups tordus, etc., n'ont jamais été abandonnées malgré les bonnes intentions proclamées. Et puis la dernière partie du livre, pour terminer rapidement, est consacrée à l'étude des promesses les plus récentes du président Sarkozy, qui avait annoncé, on s'en souvient pendant sa campagne électorale, en matière de politique africaine et notamment sur la question militaire, un certain nombre de ruptures qui sont loin d'avoir eu lieu, même s'il y a quelques petits changements, quelques modifications, la renégociation des accords de défense, la modification de la Constitution pour renforcer très très légèrement les pouvoirs du Parlement. Voilà, donc j'examine dans le détail où on en est par rapport à ces promesses, et là aussi le constat qu'on peut faire, c'est qu'il s'agit plus de ripollinage, mais que il y a extrêmement peu de changements concrets. Voilà, donc on m'a demandé de faire une présentation d'une dizaine de minutes, je vais m'arrêter là et puis je vais répondre à vos questions. Alors, il y a une première question on me demande: les choses que vous dites sont assez graves, avez-vous réuni des